Bonjour à tous et bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député RN du Nord, vice-président du Rassemblement national et vice-président de l'Assemblée nationale. Avec vous, nous commenterons ce déplacement de Gérald Darmanin en Algérie, l'ultraviolence en France sur fond de narcotrafic. On l'a vu à Nantes encore dernièrement, un enfant de 15 ans tué par une balle perdue. Quelle solution du RN pour mettre fin à ces violences désormais quotidiennes? 8,1% de chômage en France, inflation grandissante, un SMIC qui augmente automatiquement contrairement au salaire. La France travaille-t-elle assez? Et comment se positionne le Rassemblement national sur ce sujet, notamment du travail? Plus généralement, le Rassemblement national est-il libéral ou social? Enfin, compte-t-il faire des économies pour sortir de la dette? Je parle du RN, sachant que tout ne peut pas être axé sur l'unique immigration. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Thomas Bonnet de CNews. Bonjour. Bonjour. Thomas, Bonjour. une question simple, Sébastien Chenu. Qu'est-ce que vous attendez du déplacement de Gérald Darmanin en Algérie? Probablement d'abord la libération de Christophe Glaise. C'est la priorité immédiate. Bien entendu, c'est aussi de pouvoir accélérer le processus de délivrance de laissez-passer consulaires pour reprendre les délinquants étrangers qui sont sanctionnés sur notre territoire. Mais ce déplacement de Gérald Darmanin doit avoir des résultats concrets. Le premier d'entre eux, c'est la libération de Christophe Glaise. C'est insupportable qu'un de nos compatriotes soit incarcéré en Algérie dans les conditions qu'on connaît. Sébastien Chenu, cette semaine à Nantes, dans le quartier du Port-Boyer, un adolescent de 15 ans tué par une balle perdue sur fond de narcotrafic. Laurent Nunez dit que ces drames sont consécutifs au renforcement de la lutte contre le narcotrafic. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que le gouvernement est complètement dépassé. Enfin, je pense deux choses. D'abord, je pense qu'on a en face de nous un Himalaya en ce qui concerne le narcotrafic à gravir et que cet Himalaya, personne ne s'y est attaqué depuis longtemps. Il y a plusieurs Himalayas de difficultés dans notre pays. On pourrait prendre qui n'ont aucun rapport forcément. Pourquoi l'image de François Bayrou? Non, c'est lui qui parlait d'Himalaya. Ah oui, c'est lui qui parlait d'Himalaya. En vous, il n'a pas gravi, visiblement, il est resté en bas. Il n'a pas été un bon grimpeur, si j'ose dire. Il y a plusieurs Himalayas qu'il faut gravir dans notre pays, qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, mais par exemple la démographie. Le problème de la démographie dans notre pays en est un autre. Mais celui du narcotrafic, qui a un lien évidemment aussi avec l'immigration, est un problème qui est devant nous. 6 morts en une semaine dans notre pays. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. C'est comme, j'allais dire, certains pays d'Amérique du Sud qui nous font froid dans le dos. 6 morts dans notre pays. Et puis, un combat, évidemment, de civilisation à mener. Quel rapport on a qui demande du courage politique, qui n'a pas été mis en œuvre, qui demande des moyens. Sébastien Chenu, Pierre le disait à l'instant, Laurent Nunez, dans une interview ce matin, dit c'est parce que on a renforcé la lutte contre le narcotrafic, on gêne les trafiquants, donc ça génère de la violence et tout ce qui s'est passé cette semaine. C'est une sorte de vendetta, en fait. Voilà. Non, mais que les narcotrafiquants... C'est la conséquence du renforcement de la lutte contre le narcotrafic. Vous achetez ces propos? Non, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, parce que les narcotrafiquants bougent quand un point de deal est démantelé pour aller s'installer ailleurs. On le sait tous. D'ailleurs, ça signe l'échec du plan de Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, qui devait démanteler tous les points de deal. On les connaît tous dans nos villes, les points de deal. Mais il y a plusieurs portes d'entrée, si vous voulez, pour lutter contre le narcotrafic. Bon, d'abord, il y a des portes d'entrée locales. Les politiques municipales sont différentes selon que vous ayez des maires qui soient étiquetés à gauche, à l'extrême gauche, à droite ou au Rassemblement national. Vous avez une culture à gauche, hostile à la police municipale, hostile à la vidéoprotection et qui, évidemment, complique la tâche de la police nationale. La sécurité... C'est le cas à Nantes. La sécurité, c'est une prérogative nationale, mais enfin, les élus municipaux peuvent concourir. Ils sont souvent d'ailleurs aidés par un certain nombre de collectivités dans le financement des caméras ou dans le financement des polices municipales. Donc on a là une ligne de fracture, c'est-à-dire qu'idéologiquement, on ne combat pas le narcotrafic de la même façon selon qu'on soutienne Jean-Luc Mélenchon ou selon qu'on soutienne Marine Le Pen. Et c'est le cas en tous les cas des maires du Rassemblement national. Pour vous, les élus de gauche, pardon, excusez-moi, les élus de gauche, ils sont contre la lutte contre le narcotrafic? Oui, majoritairement. Non, mais majoritairement, d'abord, ils sont habités par... Parce que Jean-Noël Roland, la maire de Nantes, ne fait rien ou entrave l'action de la police nationale? Mais ils sont habités par une culture de l'excuse quand ce n'est pas une revendication, je pense aux écologistes, de la banalisation, de la légalisation de la consommation de stupéfiants. Donc ça, c'est pas une invention. Je veux dire, il suffit de les écouter. À l'Assemblée nationale, les députés écolos ou LFI demandent la légalisation d'un certain nombre de produits stupéfiants. Et puis, souvent, les élus
élus de gauche. Je pense par exemple aux mairies communistes. Moi, je l'ai vu dans ma circonscription. Ils ont d'ailleurs été battus au municipal dernièrement dans 2 communes de ma circonscription. Ils étaient hostiles à la création d'une police municipale parce que c'est idéologique. Ils considèrent que c'est à l'État d'assumer la sécurité. Mais c'est uniquement une histoire d'idéologie? Ah oui, à gauche. Il n'y a pas de soutien des narcotrafiquants, vous n'allez pas Non, quand même... il y a 2 familles à gauche. Vous avez LFI écolo avec une espèce de complicité passive en demandant la légalisation, etc., qui fait qu'en réalité, ils ne veulent pas qu'on sanctionne le narcotrafic, ils veulent l'aborder autrement par la légalisation. Vous avez des cas précis là-dessus? Vous prenez les propositions des députés écolo ou LFI, ils demandent la légalisation d'un certain nombre de drogues, voire du cannabis en tout cas. voire de drogues plus difficiles, plus dures. Donc, idéologiquement, il n'y a pas le même rapport. Après, il y a d'autres portes d'entrée. Il n'y a pas que les caméras, évidemment, de vidéoprotection dans les mairies pour lutter contre le narcotrafic, ça se saurait. Moi, je pense, c'est ma conviction, qu'il faut taper très durement le consommateur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les amendes qui sont assez légères me semblent ne pas remplir leur mission. Mais ça veut dire que lorsque vous... augmenté, là, il y a un projet de oui, mais demain. Voilà. Mais d'accord, mais c'est pas suffisant. C'était dans les tuyaux. Et puis, il y avait la campagne de publicité de Bruno Retailleau qui tapait justement. Alors, j'y viens. D'un côté, lorsqu'elles ne sont pas payées, il faut, j'allais dire, responsabiliser les familles. C'est-à-dire que, grosso modo, une famille qui abrite des personnes qui sont condamnées pour stupéfiants doit être, si elle occupe un logement social, doit en être exclue. On ne peut pas bénéficier de la solidarité nationale quand d'un autre côté, on a ces gamins... Les allocations aussi qui sont versées à cette famille, par exemple. Absolument, il faut mettre tout en œuvre. Ça, c'est pour ceux qui vivent finalement de la solidarité nationale. Mais ceux qui ne vivent pas dans la... Voilà. Mais il n'y a pas chez les consommateurs que des gens qui vivent de la solidarité nationale. On connaît tous, parce qu'aujourd'hui, je notais qu'il y avait, je crois, 9,5% des Français qui reconnaissaient avoir consommé de la cocaïne. Eh bien, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont des cadres sup, qui sont des gens insérés dans la vie professionnelle. Et je pense que lorsqu'ils iront une journée devant un tribunal, qu'ils prendront des travaux d'intérêt généraux, qu'ils devront déposer leur RTT au lieu de partir en week-end au Cap Ferret, et qu'ils iront nettoyer les toilettes des collectivités locales, on va avoir le coup de etc. fil du maire du Cap Ferret qui vous cite. C'est plutôt un compliment. C'est plutôt un compliment de partir en week-end dans sa commune. Une fois que vous avez tapé sur les consommateurs, comment vous reprenez le contrôle dans ces quartiers? Parce que c'est de ça aussi dont on parle, à Nantes comme ailleurs. Comment vous assumez-vous demain aux responsabilités d'envoyer les policiers reprendre le contrôle avec ce que ça peut générer comme... Il y a plusieurs... Il y a aussi la réponse pénale et il y a aussi la justice des mineurs. Enfin, vous avez bien noté que dans tous les faits de délinquance, on a une surreprésentation des mineurs et une surreprésentation de l'immigration. Tant qu'on n'aborde pas ces 2 sujets, les mineurs, la réponse pénale des mineurs et l'immigration dans notre pays. Je rappelle aussi que la drogue, la tenue de nos frontières également, la drogue, elle n'arrive pas de la planète Mars, elle arrive par ou les mers ou par les frontières qui n'existent plus. Et bien, tant que vous ne prenez pas le contrôle de tout ça, vous ne pouvez pas, évidemment, lutter contre le narcotrafic. Il y a des pays qui réussissent à peu près, qui en tous les cas mènent ces combats et qui s'en sortent plutôt mieux. Ça ne veut pas dire... souvent, on cite le Salvador sur votre antenne comme un pays excessivement répressif. Mais je pense qu'il y a aussi... C'est un modèle, le Salvador? Non, j'ai pas de pays modèle, moi. Mais il y a aussi... Non, vous n'avez pas répondu. C'est un modèle pour vous? Vous avez dit que vous n'avez pas de pays modèle. Mais... Non, je n'ai pas de pays modèle, c'est pas un modèle pour moi. Mais je dis parce que c'est trop coercitif? Non, mais je dis que sur le narcotrafic... Parce que c'est trop violent? Non, je dis que sur le narcotrafic, je ne veux pas dire que le Salvador est un modèle pour moi dans l'ensemble de ces politiques. Je ne les connais d'ailleurs pas toutes. Mais sur le narcotrafic, ils ont réussi quelque chose en tous les cas. Mais il n'y a pas que. Il y a des pays en Asie. Il y a des pays en Asie. Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est la Corée du Sud, par exemple, qui est très dure dans la consommation de stupéfiants. Je les ai pas en tête. Mais la réponse pénale, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prison ferme immédiatement lorsque vous êtes un trafiquant de drogue? Bien sûr, et isolation, refus de peine aménagée pour des trafiquants de drogue. Je veux dire, tout est à revoir de ce côté-là, on le sait très bien. Mais tant qu'on ne s'attaque pas à la... Très bien, mais personne ne fait rien. Donc parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a quand même eu les prisons Darmanin, là. Non, il n'y a pas de volonté politique. Et puis, surtout, on ne peut rien voter à l'Assemblée, vous le savez bien. Oui, enfin, je pense qu'on peut trouver... Non. Où est-ce que vous avez vu un texte majeur qui a été voté dernièrement à l'Assemblée nationale? Non, mais je suis d'accord avec vous. On a même dû suspendre la réforme des retraites. Bien sûr que la situation politique que nous dénonçons et qui est le fait des magouilles des macronistes avec l'extrême gauche qui a abouti à ce schéma-là empêche la France d'avancer, évidemment. Mais d'abord, il faut une volonté politique. Les macronistes vous répondent que vous votez des textes avec LFI et que vous votez des textes contre les macronistes. Non mais, monsieur
magouille. Non, mais monsieur Devinot, à l'Assemblée nationale, surtout quand il y a 3 blocs, tout le monde un jour vote avec quelqu'un d'autre. Ça existe toujours. On a voté des textes présentés par les macronistes, on a voté des textes présentés par les LR, on a voté des textes présentés par la gauche. Ils ont voté parfois des textes. Je pense que la gauche avait voté un amendement d'ailleurs sur le fait de sanctionner les entreprises qui touchaient des fonds publics et qui les localisaient, qui avait été proposé par le député des Bouches-du-Rhône Emmanuel Taché. C'est la gauche qui avait permis de le voter. Donc à un moment, il faut arrêter de dire machin vote avec machin. À l'Assemblée nationale, quand il y a 3 blocs, quand il y a des textes qui passent, c'est forcément qu'à un moment, il y a des majorités qui sont composites. Au-delà de cela, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision, et puis il n'y a pas d'autorité. Monsieur Nunez, il est dépassé par les événements. Je ne lui en fais pas le procès à lui-même, j'allais dire. Simplement, c'est qu'il n'y a pas d'impulsion au plus haut niveau de l'État. Une pause dans ce grand rendez-vous et on revient dans un instant. Rendez-vous avec Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national. La présidentielle 2027 commence à prendre avec des meetings politiques qui s'organisent ici et là. Sébastien Chenu, Gabriel Attal par exemple, qui vient de sortir un livre et qui, nous dit-on, va se déclarer candidat peut-être cette semaine, c'est ce qu'on a pu lire. Comment est-ce que vous expliquez presque paradoxalement que Jean-Luc Mélenchon est très très bas dans les sondages? Est-ce que vous le prenez, Jean-Luc Mélenchon, comme un candidat à prendre à la légère, sachant qu'on se souvient tous qu'en 2022, il lui manquait 400 000 voix en fait, pour figurer au second tour? Non, moi je ne sous-estime pas Jean-Luc Mélenchon. Je crois même qu'il est un candidat dangereux dans tous les sens du terme. Dangereux dans le sens où il peut, et moi c'était ma modeste prédiction, accéder au second tour de l'élection présidentielle, parce que je crois qu'un premier tour d'une présidentielle, c'est la continuité, c'est la conclusion des 5 années de vie politique que nous avons menées. Et en cela, Jean-Luc Mélenchon est probablement celui qui est le plus articulé à gauche pour pouvoir accéder au second tour. Parce plus articulé parce qu'il écrase les autres, qu'il représente une offre politique qui fait naître, et je le regrette bien, mais un espoir chez un certain nombre de personnes dans notre pays, qu'il n'est pas usé ou macronisé par le pouvoir macroniste, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas compromis, contrairement au Parti socialiste qui a sauvé la tête d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il est lisible pour un certain électorat de gauche ou d'extrême gauche dans notre pays. Je ne le redoute pas dans le sens où je pense que son offre politique est perçue comme inquiétante pour une majorité de Français. Mais je crois qu'il est aujourd'hui celui qui est le plus en capacité d'accéder au second tour. C'est pour vous le principal adversaire, où Marine Le Pen dit c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt Édouard Philippe. Nous, on veut être face à Édouard Philippe au second tour. Alors je crois que Marine Le Pen a raison, ça fait longtemps qu'elle dit ça, parce qu'elle explique qu'une élection face à Jean-Luc Mélenchon créerait un phénomène de rejet qui ne serait pas quelque part bénéfique au débat public. De rejet, c'est-à-dire c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon fait tellement peur qu'il y aurait un phénomène de rejet, alors qui électoralement peut nous permettre de gagner, ce sera pas si simple. C'est Jean-Luc Mélenchon qui fait peur, c'est pas Marine Le Pen. C'est Jean-Luc Mélenchon qui fait peur. Donc ça serait plus facile face à Jean-Luc Mélenchon qui est favorable. Voilà, mais face à Édouard Philippe, on aurait une qualité de débat, d'offres politiques et aussi de capacité ensuite à pouvoir confronter un bilan, celui d'Édouard Philippe, à une proposition, celle de Marine Le Pen, qui serait plus intéressante pour les Français. Parce que Jordan Bardella, lui, a plutôt dit le contraire. Lui, il a l'air de privilégier un face-à-face à Jean-Luc Mélenchon. Donc, je vous ai dit que ma conviction, c'était que Jean-Luc Mélenchon était probablement celui qui était le plus capable d'aller au second tour aujourd'hui. D'abord, c'est les Français qui vont choisir qui ils envoient. Mais c'est pas les mêmes combats. D'un côté, ce sera une élection qui se ferait sur le rejet d'un homme, j'allais dire le rejet les yeux fermés de beaucoup de Français. De l'autre côté, ce serait une confrontation de projets politiques, d'offres politiques, dont l'un, celui d'Édouard Philippe, est totalement plombé par son bilan. C'est amusant que vous parliez de rejet uniquement pour Jean-Luc Mélenchon. Je reprends ma question de tout à l'heure, parce que quand vous interrogez notamment certaines personnes du bloc central, c'est les extrêmes en général. Je ne veux pas parler des footballeurs qui, eux, maintenant disent, je pense à Kylian Mbappé qui dit c'est le RN avant tout. Enfin, en tout cas, quand il y a un rejet, souvent c'est rejet des extrêmes, aussi bien le RN que LFI.
Oui, enfin, je n'ai pas parlé que de rejet pour Jean-Luc Mélenchon, puisque je vous ai dit qu'il suscitait aussi un espoir pour un certain nombre de nos compatriotes. Vous pourriez dire la même chose et que je le regrettais. Parce que certains espèrent beaucoup du RN et d'autres rejettent le RN. Le bloc central, c'est assez brutal, dichotomique. Le bloc central qui va de Bruno Retailleau à Raphaël Glucksmann, en passant par Gabriel Attal, n'a plus d'idées à vendre et donc joue sur la diabolisation, la peur, le fait d'empêcher. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas cette fois-ci? Parce que dans la deuxième parce qu'on les a vus à l'œuvre. Vous évoquez Édouard Philippe face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. En quoi le rejet, la diabolisation ne fonctionnerait pas alors qu'elle a fonctionné déjà pour Emmanuel Macron à 2 reprises? Parce que je pense que le bloc central n'est plus capable de faire une offre pour notre pays qui soit porteuse d'espoir, parce que nous sommes à 8% de chômeurs, parce qu'ils ont appauvri la France, qu'ils ont désindustrialisé notre pays, qu'ils l'ont insécurisé, qu'ils l'ont suradministré, que ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et que le pays n'a jamais été en si mauvais état que depuis que le bloc central... Sur le rejet de la politique d'Emmanuel Macron. Vous allez faire je pense que le plus fort des rejets, au-delà de Jean-Luc Mélenchon et pour certains peut-être du Rassemblement national, c'est celui de la politique menée par le bloc central. Je pense que c'est un point qui fait convergence chez une majorité de Français, c'est le rejet de la politique d'Emmanuel Macron et de ses alliés et de tous ceux qui ont participé à cette œuvre néfaste pour le pays. Je pense que plus jamais plus jamais les Français ne voudront donner les clés du pays à un Édouard Philippe, un Gabriel Attal, à tous ces gens qui ont abîmé à ce point notre pays, qui l'ont ruiné et qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas très loin d'ailleurs de la récession et qu'aujourd'hui, les gens s'inquiètent à la fois pour sortir de chez eux, à la fois pour savoir si en travaillant, ils vont réussir à s'en sortir. Enfin, je veux dire, ils ont loupé. Il n'y a pas un domaine dans lequel ils ont réussi. Citez-moi un domaine, de l'éducation à l'industrie, des comptes publics à la sécurité en passant par l'immigration. Citez-moi un domaine dans lequel ça a marché. Rien n'a fonctionné. Ce bilan, il est pathétique, ce bilan il est scandaleux et donc par conséquent je pense que tous ceux qui ont de près ou de loin été liés à cette politique-là... Ça fonctionne pour Gabriel Attal, pour Édouard Philippe, 2 anciens premiers ministres. Donc vous diriez que Édouard Philippe qui part dans les sondages comme étant celui qui serait le seul à pouvoir battre par exemple le Rassemblement national à un second tour. Non. Non, je pense que notre offre politique, les propositions de Marine Le Pen lors d'une présidentielle ou de Jordan Bardella réussiront d'abord à convaincre plus largement les Français que celle d'Édouard Philippe. Mais où est-ce que vous mettez le RN sur le curseur? Parce que certains se posent la question, est-ce que le RN est de droite? Est-ce que le RN est de gauche? Est-ce que le RN est libéral? Est-ce que le RN est social? Qu'est-ce que vous répondez? Mais on est un parti souverainiste avec une conscience sociale affirmée, donc on n'est pas des ultralibéraux, ça c'est sûr, mais on est pour un modèle de société dans lequel l'emploi, la croissance, la productivité sont des vecteurs importants pour la richesse du pays. Avant de répartir de la richesse, il faut d'abord la créer. Donc on est pour le soutien à la croissance, le soutien à la valeur travail, sans quoi ça nous positionne plutôt proche des valeurs qui sont celles du mérite, du travail, de l'effort, qu'on considère comme étant plutôt à droite. Mais comme on a une forte conscience sociale, parce qu'on ne sera jamais dans une politique qui est celle de dire mort aux pauvres, nous ne sommes pas catalogables, nous sommes au-delà de la droite et de la gauche, mais on l'a toujours dit, et c'est ce qui fait que... Vous n'êtes pas un homme de droite? Moi, je me suis construit à droite. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être réduit à la droite. On ne peut pas être réduit à être de droite. Jordan Bardella explique qu'il n'est pas de gauche. Donc on comprend qu'il est de droite. Vous êtes de droite ou... Mais dire que je serais de gauche serait ridicule. Enfin, ça ne correspond pas du tout à ma construction personnelle. Je me suis construit à droite, j'ai une forte conscience sociale. Je suis souverainiste, ça a été le fil rouge de mes engagements politiques tout au long de ma vie. J'ai voté contre toutes les dispositions, propositions liées à cette construction européenne qu'on nous fourgue depuis des années. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons dépassé. C'est pas du tout les en même temps. Macron, c'était et la droite et la gauche. Et on a eu et le pire de la droite et le pire de la gauche. Nous, on est au-delà de tout ça. Je vais poser la question différemment. Ouais. Demain, lorsqu'il y aura les élections législatives, après la présidentielle, si vous devez ouvrir votre majorité à d'autres formations politiques, vous irez plutôt avec la droite ou plutôt avec la gauche? Non, mais on l'ouvrira sur une base programmatique et viendra qui voudra. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsque je vois les électeurs LR, je pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun avec nous. Mais quand je vois, et je le vois dans le Nord, des électeurs qui toute leur vie ont voté à gauche, mais qui sont attachés aux mêmes valeurs, au travail, à l'effort, à une certaine forme d'identité du pays, ils sont les bienvenus. D'avoir les deux en même temps. Mais bien sûr, parce qu'en fait, ce qui nous... C'est le retour du en même temps, en fait. Non, je viens de vous expliquer que ce n'était pas en même temps, c'était au-delà. Quand même. Non, en même temps, c'était et la droite et la gauche. On n'est pas pour et la droite et la gauche, on est au-delà de la droite. Mais Marine Le Pen l'a dit 100 fois. Ouais. Donc, on essaie de nous enfermer, si vous voulez, dans des écoles de pensée où on est libéral ou marxiste, en fait. Ouais. C'est pas ça, c'est que les Français ont besoin de visibilité. Bien sûr, c'est assez clair. Moi, je pense comme vous et comme beaucoup d'autres responsables politiques, ce qui est important, c'est le programme.
Mais la vérité, c'est que les gens ont besoin d'incarnation. Et quand il y a une incarnation, il y a une étiquette dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on vous pose cette question. Et de la même façon, vous dites souvent, les LR, je reprends ce que vous venez de dire, les LR, finalement, on leur tend la main. Moi, je me souviens de Jordan Bardella qui disait « je tends la main à une droite sincère ». Vous dites, mais ils se sont compromis avec les macronistes. Ça, c'est leur problème, c'est les dirigeants LR. Sur le gouvernement. Mais par exemple, Reconquête. Reconquête, c'est un mystère pour beaucoup d'électeurs de droite, en disant mais pourquoi est-ce que le RN ne fonctionne pas avec Reconquête? Parce que s'il y a bien un parti qui ne s'est pas compromis avec les macronistes, c'est bien Reconquête. Oui, mais enfin, les excès, qu'ils soient verbaux ou en termes de propositions pendant la présidentielle d'Éric Zemmour, l'ont quand même largement disqualifié pour pouvoir participer demain donc c'est Non, mais leurs électeurs sont les bienvenus. On leur tend la main. Éric Zemmour, si vous voulez qu'on reparle d'un certain nombre d'excès de verbaux ou de propositions pendant la présidentielle, sincèrement, c'est pas au niveau de ce qu'on attend. Non, je viens de vous dire, il y a effectivement d'abord des électeurs qui sont sincères. Il y a, en revanche, je pense, un appareil et un homme qui n'est pas au niveau de ce qu'on attend pour redresser le pays. Il y a des choses intéressantes chez Sarah Knafo, en particulier lorsqu'elle copie le programme du Rassemblement national. Parce que Sarah Knafo, qu'on nous présente comme quelqu'un d'hyper érudit, intelligent, elle l'est probablement. Bon, c'est surtout quelqu'un qui, un peu en classe, devait zioter la copie du voisin et copier ce qu'il y avait, puisque toutes les propositions qu'elle fait sont des propositions qui émanent du programme du Rassemblement national. Donc pour vous, l'union des droites, c'est toujours niette. Mais c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, parce que vous dites non, il faut élargir au maximum, tendre la main au maximum aux électeurs, moi ce que je crois, mais les appareils politiques de droite sont des appareils qui ne sont pas, ce que disait finalement Jordan Bardella, qui ne sont pas sincères. Les LR se compromettent avec le macronisme. Enfin, aujourd'hui, on a encore des ministres LR dans le gouvernement, Madame Genevard, ministre de l'Agriculture, qui accepte le Mercosur, qui signe le Mercosur, elle pointe toujours chez les LR. Suspendue. Oui, suspendue, mais enfin... c'est comme si de rien ne se passait. Donc, si vous voulez, moi je pense que les appareils politiques de droite sont insincères, alors que leurs électeurs le sont. Sébastien Chenu est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews. Sébastien Chenu, vice-président du RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu, vous dites que vous êtes un souverainiste. Vous n'avez pas dit que vous étiez un libéral. Gabriel Attal et Bruno Retailleau, dans un autre genre, veulent remettre les Français au travail. Alors, évidemment, il n'est pas question de viser ceux qui travaillent déjà beaucoup, mais plutôt que ceux qui bénéficient de diverses aides sociales, qui se rendent compte qu'en faisant un petit boulot, ils touchent moins qu'en touchant uniquement les aides sociales. Vous, qu'est-ce que vous proposez sur le travail en France? Bon, plusieurs choses. D'abord, évidemment, il y a un certain nombre de gens qui fraudent en haut et en bas. On le sait, fraude sociale, fraude fiscale. Et Marine Le Pen... c'est sur les rangs avec Jean-Pierre Farandou qui a fait un projet de loi sur la fraude fiscale et la fraude sociale. Oui, d'accord. Il a récupéré combien pour l'instant? Bon, d'accord. Il a chiffré pour l'instant. Les prestations sociales aux étrangers, par exemple, et je ne parle pas là uniquement de la fraude, je parle aussi de ce que ça peut coûter, les prestations sociales aux étrangers, c'est 20 milliards d'euros par an. Aux étrangers, aux gens qui ne sont pas de nationalité française. Et qui ne prestations sociales prestations sociales non contributives évidemment. Évidemment, quand on contribue, quand on travaille, quand on paye des cotisations, évidemment on a le droit à une allocation au chômage. Je parle des contributions, des prestations sociales aux étrangers. Oui, bien entendu. Nous n'allons pas continuer à épauler le monde entier qui vient chez nous. En tous les cas, il y a 20 milliards d'euros à récupérer de ce côté-là. Sur la valeur et sur l'aspect du travail, deux choses. D'abord, il faut créer de la croissance. On ne fera rien dans notre pays sans croissance. C'est-à-dire, il faut de l'industrie. Moi, par exemple, permettez-moi cette incise, je suis un peu inquiet lorsque je vois ce que Alstom, dans mon département du Nord, à Crépin, à Petite-Forêt, est en train de faire. C'est du matériel ferroviaire Alstom. Il y a un plan opérationnel qui va être dévoilé pour 2027. On est assez inquiet. Il y a un plan de vigilance. Je suis inquiet sur Stellantis, à Ordin et à Valenciennes. Ordin, c'est dans ma circonscription. C'est l'industrie automobile. Quand on voit que l'Union européenne nous met en concurrence frontale avec d'autres pays et qu'elle laisse l'industrie automobile avec le fantasme aussi de la voiture électrique, elle laisse le fantasme. Oui, le fantasme de la voiture électrique, c'est-à-dire que tout électrique... Vous pensez toujours rouler en diesel en 2080 ? Non, mais obligé au tout électrique dans les 5 années qui nous séparent de cette obligation, je pense que c'est... 2035, c'est pas 5 années. Oui, 5 années, 10 ans, c'est la ruine de notre automobile. Oui, eh bien, continuons à repousser les choses, parce que moi, je pense que ce qu'il faut, c'est garantir l'emploi, garantir l'industrie française et permettre évidemment à nos industries de faire les évolutions nécessaires
nécessaire, mais dans le temps sans leur donner des obligations qui soient insupportables et sans qu'elles soient mises en concurrence de façon totalement déloyale avec des pays comme la Chine. Donc d'un côté, de la croissance, de l'industrie. De l'autre côté, il faut faire entrer les jeunes plus tôt sur le marché du travail. Enfin, je veux dire, s'il y a bien quelque chose, les crédits, j'en profite pour le dire, les crédits sur l'insertion professionnelle, par exemple, sont en baisse dans le projet de budget de M. Lecornu. C'est-à-dire qu'il fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Je me souviens, il y a 20 ans, Jean-Louis Borloo disait on devrait mettre la formation professionnelle, l'insertion professionnelle des jeunes comme un ministère d'État au centre de nos politiques publiques. Plus de jeunes au travail, mais aussi plus de seniors, non? Alors, j'y viens, c'est l'autre bout. J'y viens, c'est l'autre bout. Évidemment, j'y viens. Mais sur les jeunes, ça veut dire aussi probablement revoir l'orientation au niveau scolaire beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a une révolution à mener aussi au niveau scolaire. Donc là, c'est un vecteur qu'il faut... La liberté d'orientation, par exemple, on pourrait revenir dessus et plus... non, pas la liberté d'orientation. Dans les mêmes filières, par exemple. Il faut aider les jeunes à s'orienter plutôt vers des voies qui sont connectées à la réalité économique et sociale de notre pays. Parce qu'après, vous faites des générations de gens qui ne trouvent pas de boulot, qui sont aigris d'avoir eu 5 ans, 6 ans de fac et d'avoir des masters. Les facs de psycho, les facs de sociaux, je ne vais pas revenir sur les facs de sociaux. J'ai déjà eu suffisamment d'inconvénients avec des sociologues ou des profs de sociaux lorsque j'avais caricaturé. Je ne voulais pas les blesser d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut des filières qui soient en rapport avec l'industrie, avec les métiers qui font la croissance de demain. L'intelligence artificielle également. Il nous faudra des data scientists. Parlons aussi des seniors, parce qu'en France, le nombre de seniors au travail est très faible, plus faible que dans tous les pays voisins. Et vous défendez toujours la retraite à 62 ans, voire même le retour à la retraite à 60 ans. Mais ce que nous défendons, monsieur, c'est le fait de pouvoir, pour les seniors, comme vous dites, de pouvoir travailler le plus longtemps possible, de pas être au chômage à la fin de leur carrière. Car vous avez beaucoup de seniors qui se retrouvent, ce qui coûte très cher au compte public d'ailleurs, au chômage en fin de carrière, qui terminent leur carrière professionnelle pendant 2, 3, 4 ans de période de chômage. C'est sur ça qu'il faut évidemment agir. Mais vous parlez de croissance, de retrouver la croissance et de remettre la retraite, comme le dit Stéphane, à 62, voire à 60 ans. Comment est-ce que vous arrivez à combiner les deux? Mais je viens de vous expliquer, faire travailler tous les Français qui le peuvent plus tôt et plus tard, selon leurs possibilités, selon leurs choix, aller vers cela, ouvrir davantage ces perspectives. On a ce choix de société qui est très fort d'une retraite avec 42 années de cotisation. Je ne comprends toujours pas pourquoi on présente notre projet de réforme des retraites toujours à travers uniquement l'âge, sans rappeler que c'est 42 années de cotisation nécessaires. D'accord, mais c'est quand même important. Il faudra avec nous 42 années de cotisation pour pouvoir. Alors, dans les métiers pénibles, c'est vrai que c'est un choix aussi de société. Donc de l'autre côté, donc je l'ai dit, de l'industrie, de la croissance, faire entrer plus jeunes, permet de travailler aux seniors plus longtemps, ça fait partie des leviers. Ce n'est pas ce qui a été fait, accordez-le-moi, durant ces dernières années. Et Marine Le Pen a dénoncé l'assistanat, c'était à Mâcon le 1er mai. Alors c'est pas la première fois qu'elle emploie ce terme, mais c'est quand même relativement rare dans les propos d'une dirigeante en l'occurrence du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut dénoncer l'assistanat et toujours parler à cette fibre sociale, cette France sociale dont vous parlez aussi? Je pense par exemple à la ville de votre circonscription, Denain, c'est plus de 30% de taux de chômage. Est-ce que là-bas, parler d'assistanat, ça a du sens? Non, mais il ne faut pas confondre l'assistanat et la solidarité. L'assistanat, les classes populaires qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, je parlais de Hordain tout à l'heure dans ma circonscription où il y a Stellantis, donc ça veut dire le monde du travail, c'est un monde d'ouvriers, de salariés. Eh bien, ces gens qui font les 3-8, qui se lèvent tôt, qui travaillent la nuit, etc., et ils ont raison, détestent ceux qui profitent d'un système que eux alimentent par leur travail. Et ils ont raison, parce qu'il y a des gens qui profitent de ce système. Ça existe, c'est pas un fantasme. Il y a trop d'assistanat en France aujourd'hui? Mais il y a une fraude sociale. L'assistanat, c'est la fraude. C'est autre chose. L'assistanat, c'est les prestations sociales qui sont versées à des gens. Il y a aujourd'hui, en tous les cas, une politique sociale qui fait qu'on perd beaucoup d'argent public à alimenter d'abord le monde entier, je l'ai dit, et ensuite à alimenter probablement des gens qui n'ont pas envie Et vous, demain, qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas, parce qu'il y a aussi un autre levier qui n'est pas activé. Tout à l'heure, j'ai parlé de la formation professionnelle. Elle devrait être la formation tout au long de la vie.
vie. Moi, je pense qu'il y a, à travers l'orientation professionnelle, la nécessité de former les gens. On laisse trop de gens à l'abandon. Est-ce que vous, demain au pouvoir, il sera possible de gagner davantage en étant chez soi, toucher des aides sociales, que en allant travailler? Le but, c'est le cas. Non, le but, c'est de vivre de son travail. On a une problématique salariale en France. On a une problématique salariale. Moi, je pense qu'en France, les salaires ne sont pas assez élevés. Nous, on a une proposition dans laquelle il n'y a pas de perdant. C'est la hausse des salaires de 10% jusqu'à 2 fois le SMIC en échange d'un gel des cotisations patronales. Il faut créer les conditions de ça. Ça doit se faire entre partenaires sociaux, mais c'est à l'État de donner l'impulsion. Est-ce que les entreprises doivent augmenter les salaires? J'y pense parce que Marie-Lise Léon, la secrétaire de la CFDT, ce matin dans une interview, dit qu'avec le retour de l'inflation, il faut que les entreprises, qui dit-elle, ont de l'argent, augmentent les salariés. Vous êtes d'accord avec ça ou? Oui, d'accord, mais il faut créer les conditions. Moi, je vous porte la proposition du Rassemblement national qui permet de créer ces conditions-là. Donc, effectivement, ça fait partie des priorités. Mais on ne réussira tout ça qu'à partir du moment où on va désadministrer la suradministration de notre pays qui croule sous les normes, qui croule sous la paperasse, où on va permettre effectivement des gains de production forts, où on va investir dans les métiers de demain et où on va aussi... Sur les impôts de production également pour les entreprises? Mais oui, bien entendu. Mais là où il faut aussi mettre les feux, je crois, je disais, les métiers de demain sur lesquels je n'ai pas vu aujourd'hui le gouvernement alimenter la réflexion et, j'allais dire, mettre quelque argent dessus. Sur l'intelligence artificielle. Ils ont fait évidemment l'apprentissage, ça c'est un acquis du macronisme. Vous ne pouvez pas le penser. Oui, c'est peut-être le seul point sur lequel il y a eu peut-être quelque chose effectivement sur l'apprentissage, même si dans les projets budgétaires, les crédits rebaissent à nouveau. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une politique pérenne. Et sans qu'il y ait de pérennité dans la politique, en particulier en matière d'apprentissage, vous n'aurez pas de résultat. Il faut qu'on reforme des médecins plutôt que d'en importer du bout du monde. Est-ce que dans votre politique, il faut parfois, j'allais dire, s'inspirer du modèle anglo-saxon, qui est un modèle ultra-libéral? J'ai un entrepreneur, par exemple, sur mon plateau, il y a quelques jours, qui me disait les moins de 30 ans, indemnité chômage, 3 mois maximum. Comme ça les met au travail. Est-ce que vous êtes pour ce genre de mesures de boost? Je ne crois pas que ce soit forcément un boost. C'est coercitif, mais en même temps, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Mais présenté comme ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Moins de 3 ans C'est les entrepreneurs qui parlent aujourd'hui. D'accord, ce sont des gens qui travaillent. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut qu'on aide beaucoup les PME, les TPE. Vous êtes prêt à garder j'allais dire un enfant, ça pourrait être mon fils ou ma fille, quelqu'un de 25-26 ans, à lui dire, voilà, tu as 18 mois de chômage, et puis le temps que tu te... Non, mais en général, quand on sort des études et qu'on cherche du boulot, on n'a pas 18 mois de chômage devant soi. Pour avoir 18 mois de chômage, il faut avoir travaillé au moins déjà 2 ans auparavant. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas tout à fait cohérent avec la réalité. Moi, je pense, c'est ce que je disais, que la solidarité nationale, elle doit pouvoir s'exprimer en cas de coup dur, et pas uniquement d'ailleurs par des indemnités chômage, mais elle doit être nationale. Là aussi où on a un problème, c'est qu'on a un système social qui est merveilleux, mais il est ouvert au monde entier. Donc à partir du moment où on rétrécit le périmètre, on le réserve... Les conditions d'indemnisation du chômage ont été durcies là, quand même, ces dernières années. Oui, mais qu'est-ce que ça a permis? Vous y étiez plutôt défavorable. Mais oui, qu'est-ce que ça a permis? On est à 8% de chômage, le chômage remonte. C'est la conjoncture économique. Je connais ces formules magiques qui disent il faut plus donner 1 euro à un chômeur, il faut tout régimenter. Ça ne fonctionne pas comme ça, comme l'idée de dire ils n'ont qu'à aller faire 5 heures dans une collectivité en échange d'indemnité d'allocation chômage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez dans une collectivité ou une entreprise, on vous dit quelqu'un qui est là 5 heures, qui n'a pas travaillé depuis 1 an ou 2, il ne sait plus travailler. Il désorganise un travail, il faut tout lui apprendre, il est à 5 heures, il repart, il revient la semaine d'après. Ce n'est pas ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est former les gens le plus jeunes possible. On continue le grand rendez-vous avec Sébastien Chenu dans quelques instants sur Europe 1 et sur CNews. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national. Sébastien Lecornu doit présenter de nouvelles mesures la semaine qui vient sur le carburant. Vous attendez à quoi? À rien, son rafistolage. Bon, M. Lecornu a gagné du temps. Avec l'antivirus, ça lui a permis de repousser encore d'une semaine les mesures, le bricolage d'aide qu'il promet aux Français. La réalité, c'est que ce gouvernement n'a rien à proposer. Quelques bricolages par-ci, par-là, dont on voit... Monsieur Chenu, dans la oui, c'est ça, mais attendez, mais j'y viens. Bien sûr qu'il n'y a plus d'argent, de la faute à qui? La leur, évidemment. Donc ça veut dire que les Français sont 2 fois victimes. Victimes de la mauvaise gestion
de ce gouvernement est victime. Lorsqu'il y a, j'allais dire, une difficulté à l'international, les Français se retrouvent victimes également de la politique internationale. De baisser le prix à la pompe pour tout le monde, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux cibler les gens qui travaillent, notamment, qui ont besoin de leur voiture pour travailler? D'accord, mais enfin, je veux vous dire, les énergies, c'est un bien de première nécessité. Vous ne pouvez pas vivre sans vous déplacer, sans vous chauffer, sans électricité. Donc nous, on a considéré qu'effectivement, il fallait des mesures pérennes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La proposition qu'on fait de baisse de la TVA sur les carburants, elle était déjà portée par Marine Le Pen en 2022. Donc c'est pas une mesure, j'allais dire, d'opportunité. Nous, on considère qu'effectivement, il faut aider les Français dans le temps long et leur rendre du pouvoir d'achat. On a fait, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé des 20 milliards d'euros d'économies qu'on pouvait faire sur les aides sociales aux étrangers. Je peux vous dire qu'entre les éoliennes, les subventions aux éoliennes, les agences, la contribution sociale, la contribution à l'Union européenne, enfin, je veux dire, on en a des sources. C'est 45 milliards. C'est 45 milliards le carburant chaque année. Donc si vous trouvez 45 milliards ailleurs, très bien. Pendant la guerre en Ukraine, c'était près de 10 milliards, ce qu'on a versé pour soutenir le prix de la baisse à la... Oui, mais j'entends qu'on nous noie sous les chiffres pour ne rien faire, surtout. Non, moi je vous le noie pas, moi je vous donne un chiffre qui est 45 milliards sur les contributions sur le carburant chaque année pour l'État. Est-ce que par exemple, taxer les super profits des entreprises comme Total, je sais que le Rassemblement national y est plutôt favorable. Vous disiez qu'il faut plus de croissance, est-ce que c'est pas un peu antinomique ces deux propositions? Non, mais bien entendu qu'il faut une contribution des entreprises parce qu'elles ont aussi un rôle social dans le pays. Moi je veux pas tuer nos champions, hein. Total, c'est un champion français. Il ne faut pas tuer nos champions. Mais en revanche, sur des surprofits, c'est-à-dire des profits qui ont été faits en dehors de la stratégie d'entreprise, par un environnement qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. C'était le cas pendant le Covid. Pour certains, ils ont fait des surprofits. Il faut leur demander un geste. Ce geste, ça peut être un plafonnement des prix. C'est ce qu'ils font. C'est ce qui se fait. Donc très bien, Total contribue par ce plafonnement des prix à un geste de solidarité. Sinon, je pense qu'il pourrait... Sinon, c'est une surtaxe, parce ils sont déjà surtaxés sur l'impôt sur les sociétés, comme toutes les grandes entreprises en France. Je viens de vous expliquer qu'il y avait sur les surprofits quelque chose à faire, qu'aujourd'hui, ça pouvait prendre la forme du plafonnement des prix, très bien. Mais je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, une taxe sur les surprofits peut à la fois handicaper le monde économique, puisque ce sont des surprofits, et peut gêner qui que ce soit. Moi, je crois beaucoup au rôle social des entreprises dans notre pays. Et je pense que M. Pouyanné comprend tout à fait que lorsqu'il annonce que Total fait des dividendes incroyables cette année, il a un devoir aussi vis-à-vis des Français. Il ne peut pas juste annoncer ça et dire aux Français on vous laisse à l'abandon de votre pompe à essence. Donc le plafonnement, ça ne suffit pas? Aujourd'hui, c'est une première étape. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est entendable comme cela. Vous voulez nationaliser Total comme l'a dit Manuel Bompard? Non, pas du tout. Non, mais vous savez, avec Manuel Bompard et la France Insoumise, on n'aurait plus une goutte d'essence dans nos stations essence aujourd'hui. Parce qu'il ne vous a pas échappé que le pétrole, on l'importe. Donc avec leurs mesures, nous n'aurions pas une essence à 3 € le litre. Nous n'aurions plus une goutte d'essence qui arriverait dans nos stations et les Français se rueraient sur les pays frontaliers. Donc ce n'est évidemment pas la solution. Surtaxer les entreprises qui font des... Non, vous caricaturez un peu mon propos, M. Dupont. Je vous ai dit des entreprises qui font des surprofits, c'est-à-dire à un moment très précis de leur histoire. Nous leur demandons un geste. Ce geste, il est fait aujourd'hui par Total. Qu'attendez-vous de Donald Trump pour débloquer la situation dans le détroit d'Ormuz? Je dis Donald Trump, je pourrais dire aussi Emmanuel Macron, je pourrais aussi citer les autres dirigeants. Comment est-ce que vous voyez la fin de ce conflit? J'ai le sentiment, un peu comme le disait Marine Le Pen, que la France n'est pas vraiment associée. C'est le moins qu'on puisse dire aux négociations entre Donald Trump, les Chinois. Annoncé, par le président de la République. Oui, d'accord, mais enfin, on peut être consulté. Moi, je pense qu'on a on a quand même la capacité. Nous, on a une force navale, une force dans l'outre-mer, etc. On a de quoi peser dans les dialogues internationaux du monde. On est encore, j'allais dire... On a un porte-avions, ils en ont 14. Oui, mais c'est pour ça qu'on plaide d'ailleurs pour en avoir un second et qu'on plaide pour une hausse des crédits de défense jusqu'à 3% du PIB dans une première étape et 3,5% dans une seconde étape. Ça aussi, tout ça a été abandonné. C'est là où Emmanuel Macron d'ailleurs n'a pas de vision. C'est qu'en réalité... Le budget de la défense, il a augmenté mais là, de manière importante quand même. D'accord, il augmente là, mais une vision, c'est une vision à long terme. Ça fait longtemps qu'on aurait dû se réarmer, revisiter nos budgets de défense, etc. Bon, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on apparaît, et c'est ça notre principale faiblesse, on apparaît comme un État faible dans une Europe faible. Et Donald Trump, évidemment, ne nous regarde pas, ne nous considère pas, parce que l'Europe est un marché. Mais elle n'est pas un pouvoir aujourd'hui. Et c'est bien la difficulté. Vous laissez la guerre en Iran? C'était une erreur d'attaquer l'Iran?
Mais j'ai jamais bien compris, en fait, ce que voulait faire Donald Trump. Est-ce qu'il y allait pour des objectifs mercantiles, mettre la main sur des richesses? Est-ce qu'il y allait pour défendre Israël qui se faisait attaquer par l'Iran? Est-ce qu'il y allait pour faire tomber un système théocratique Vous remarquerez, ça arrive toujours scandaleux, en dernier, alors que c'est la chose à laquelle tout le monde pense en premier. Bien sûr, mais donc ça n'a jamais été très clair, et je pense que ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, ce qui amène effectivement les difficultés qu'on connaît. Moi, ce que je crains, c'est que Donald Trump abandonne un peu la partie et nous laisse nous débrouiller avec le détroit d'Ormuz. L'actualité, Sébastien Chenu, c'est aussi le festival de Cannes qui vient de s'ouvrir avec les smokings, les robes longues, les paillettes, les jets privés. On en a parlé d'ailleurs avec Elliott Deval, avec cette polémique sur le fait est-ce qu'on doit encore utiliser des jets privés. Ça vous donne quand même le niveau de débat qu'on a. Un film, en revanche, suscite l'attention, c'est L'Abandon, film sur Samuel Paty, qui a suscité des critiques. Quand je dis des critiques, c'est parfois un doux euphémisme quand je dis des critiques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique sur le film de Samuel Paty ? La polémique, en tout cas pour ceux qui la nourrissent, telle que je l'ai vue, elle est absolument indigne. Entre les moqueries, les sarcasmes, il y a derrière ça probablement aussi quelques idées politiques qui visent à condamner un film dans lequel on fait le procès du pas de vague et on fait en filigrane aussi le procès de l'islamisme qui finit par tuer, de cet islamisme qui tue des profs sur notre territoire. Je note d'ailleurs... Donc indirectement... Ouais. Certains partis politiques encouragent l'islamisme à travers la critique de ce film. Ah bah que des partis politiques ferment les yeux sur le développement de l'islamisme quand ils ne concourent pas eux-mêmes à l'épauler, en manifestant dans un certain nombre on l'a vu, de défilés avec des organisations absolument infréquentables comme l'a fait la France Insoumise pendant des années. Oui, ça c'est une évidence. Que la France Insoumise laisse se développer un communautarisme qui abrite un fondamentalisme religieux dans notre pays, c'est une évidence. Sortons peut-être des partis politiques, parce qu'il y a aussi une partie de la jeunesse peut-être qui pense, comme on a vu ces intervenants parler de ce film. Qu'est-ce que ça veut dire que 6 ans après quasiment l'assassinat de Samuel Paty, on a encore ce discours-là qui existe, peut-être même qui s'est répandu dans une partie de la jeunesse? Ça veut dire qu'on n'a pas mené le combat. Le combat, il doit se mener évidemment dans les écoles, il doit se mener également à travers des actions de l'État. Il y a encore, je crois, sur notre territoire, 125, je crois, mosquées salafistes qui prospèrent et qui laissent diffuser sur notre sol des discours qui sont des discours belliqueux contre la France, des discours antisémites. On n'a pas mené le combat. Moi, je suis en train de vérifier que dans ma ville de Denain, voyez-vous, j'ai regardé le cinéma Mégarama de Denain, aujourd'hui, ne diffuse pas ce film, L'Abandon, sur Samuel Paty. Pourquoi? Est-ce qu'on a peur de déranger des communautés? Est-ce qu'on soupçonne des communautés de ne pas d'œuvrer finalement de l'intérieur à la déstabilisation du pays? Moi, je pense que ce combat... C'est un message que vous donnez à la direction du cinéma aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Et cet entrisme islamiste... Des incidents ou c'est pas de vague? Il faut leur poser la question. Est-ce qu'ils ont... vous qu'on pose la question. Oui, mais est-ce qu'ils ont peur? Non, mais est-ce qu'ils ont peur pour eux? C'est-à-dire qu'ils se disent, si on diffuse le film, on risque pour nous, ou est-ce qu'on ne veut pas déranger, évidemment, dans l'un et l'autre cas, reculer n'est jamais une bonne solution, et en tous les cas, là c'est un cinéma, mais si c'est l'État qui recule, comme je le pense depuis longtemps, je crois qu'on a un projet de loi qui doit arriver sur l'entrisme islamiste, il y a 2 projets de loi. voilà, bah, ça veut dire que le compte n'y est pas, que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Pourquoi? Toujours pareil, une absence de volonté politique au plus haut niveau de l'État, de s'attaquer par peur, par volonté de ne pas déranger, par soumission idéologique. Il y a tout à faire dans le domaine. Tout à l'heure, Stéphane Dupont, vous posez la question si vous étiez de droite ou de gauche. Est-ce que la culture en France est politisée, selon vous? Il y a des artistes qui sont politisés. Moi, je n'aime pas quand on englobe la culture. Ça ne veut rien dire. Le cinéma, le théâtre, il y a des artistes l'édition, la littérature. Il y a des éditeurs plutôt connotés à droite. Il y a des artistes plutôt connotés à droite, mais ils sont souvent, si ce n'est pas majoritaire, ils sont en tous les cas plus silencieux, parce qu'ils sont souvent dans un écosystème qui fait beaucoup de bruit, qui signe des pétitions, les Inrock, Libé. On retrouve toujours les mêmes. Hein. C'est toujours
toujours les mêmes abonnés à la pétition et qui oblige ceux qui pensent différemment, dans un milieu qui voudrait pourtant faire vivre les différences, qui revendique la liberté sans arrêt, et bien en réalité, comme une chape de plomb, il fait peser sur ceux qui ne pensent pas de la même façon une espèce d'autorité morale qui les empêche de s'exprimer. Est-ce que, par exemple, pendant la campagne présidentielle qui s'annonce, vous pourrez compter sur le soutien d'artistes, du monde de la culture, qui pourraient soutenir publiquement le RN? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? C'est pas le but, je vais vous dire. L'idée, c'est pas... Non, mais ça se fait traditionnellement. Mais moi, je pense que c'est complètement dépassé. Et je pense, pour les raisons que je vous ai indiquées, que beaucoup d'artistes qui pensent comme nous, moi j'en rencontre dans tous les domaines, ne veulent pas s'exprimer publiquement. Et je respecte ça parce qu'ils ont peur de perdre des contrats, parce que ceux qui revendiquent la liberté, en réalité, ne l'appliquent pas dans leur propre sphère d'influence. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Très bonne journée sur nos deux antennes.